Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Micro-Info. Cette semaine au programme, on va parler d'un logiciel québécois qui s'appelle Hyperpage. On a aussi un dossier sur la sécurité informatique. Bien sûr, on va parler des jeux et on commence sans plus tarder avec notre conseiller en informatique. Bonjour Ghislain. Bonjour François. Aujourd'hui, on parle d'un autre logiciel de Microsoft. Quel est ce logiciel? Alors, Microsoft Schedule Plus, qui est un logiciel qui est classé dans la catégorie des agendas électroniques, donc permet de garder trace là, de notre gestion de temps. Ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est qu'il vient avec la suite Microsoft Office 95, entre autres. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il travaille bien là, avec Microsoft Exchange dans le cas où on l'utilise avec Windows 95, ou avec Microsoft Mail dans le cas où on l'utilise avec Windows 3.11, Windows Power Group. Donc, l'avantage de celui-là, si on compare un petit peu avec Act, c'est que ce logiciel-là va me permettre de faire un travail de groupe. Ça veut dire que je peux aller consulter l'agenda, par exemple, l'horaire. Je pourrais consulter ton horaire si on était sur le même groupe de travail. Je pourrais demander à ce qu'une réunion soit faite telle journée, telle date. Et j'ai un courrier électronique via Exchange ou Mail qui est envoyé aux différentes personnes concernées. Et les gens peuvent me répondre là, pour confirmer ou pas leur présence à la réunion. Donc, si on regarde l'interface, à quoi elle ressemble? Décris-nous-la un peu. D'accord. Donc, l'interface, c'est la suivante. Donc, environnement Windows, donc barre d'outils. On a ici une série d'onglets. Je y reviens dans quelques secondes. On a le calendrier juste à droite, dans lequel je peux passer d'un mois à l'autre, ou en fait d'une journée à l'autre. Et juste en dessous, la liste des tâches qui serait affichée dans le cas où on serait un petit peu plus occupé. Si je reviens aux onglets, j'ai la possibilité de voir mon horaire, en fait, sous 3 formes différentes, donc de façon quotidienne, ce que j'ai présentement à l'écran, mon horaire hebdomadaire, et ça me permet de voir 5 jours à la fois, et un horaire mensuel qui me permet de voir le mois au complet, un petit peu comme on avait vu dans Act. Suite à ça, on a un planning qui, lui, est excellent dans le sens que je peux voir une plus grande période, mais je peux aussi voir le détail de chacune des journées. OK? Je peux voir quelles sont les tâches qui sont à effectuer, donc le détail des tâches, des projets, si jamais j'en ai. Et une chose intéressante, tous les contacts que je peux conserver à l'intérieur de Schedule Plus. Ce qui est intéressant, c'est que je peux emmagasiner une foule d'informations. Donc, l'information sur le bureau d'une personne, ces téléphones qui sont vraiment nombreux au bureau, plusieurs téléphones au bureau, télécopieur, le numéro de l'assistant ou de l'assistante à domicile, etc. Il y a un petit icône de téléphone à droite de chaque numéro. Ça, à quoi ça sert, cet icône-là? Ça nous permet, lorsqu'on a l'équipement adéquat, de signaler directement le numéro de la personne en question. Et c'est l'ordinateur qui signale le numéro de la personne et on peut entrer en contact avec elle. Donc, des informations ici sur l'adresse, des informations personnelles, des choses qui peuvent être intéressantes, par exemple, le nom du conjoint ou de la conjointe, date de naissance, date de mariage, des petites choses qui font en sorte qu'on peut rappeler les gens, leur souhaiter bonne fête, des fois lorsqu'on est en affaires ou on veut garder un bon contact. Les représentants aiment bien ça, avoir ce genre d'outils-là. C'est ça, des petits détails importants, puis des notes. Tu vas nous montrer comment on programme un rendez-vous. Alors, au niveau des rendez-vous, je vais revenir à mon horaire de la journée. Alors, lorsque je veux avoir un rendez-vous, tout ce que j'ai à faire, c'est qu'à l'aide de la souris, je peux tout de suite sélectionner à quel endroit je vais le placer. Et si je maintiens le bouton de la souris enfoncé, je peux faire un clic et glisse pour en déterminer la durée. Alors, un coup que ça c'est fait, j'ai dans le menu Insertion un rendez-vous. Je peux donner une définition, là, un dîner, par exemple. OK? Ce qui est intéressant, j'ai mon début-fin ici que je pourrais modifier si jamais je ne suis pas satisfait. Je peux ici mentionner le lieu, donc à quel endroit je vais dîner, à quel endroit j'ai un rendez-vous. La petite option qui est ici, activer le rappel, c'est que ça me permet d'être averti quelques minutes à l'avance. OK? Présentement, c'est 15 minutes, mais je pourrais augmenter 30-45 minutes à l'avance où l'ordinateur va... un petit bip sonore pour nous avertir. C'est ça, alors m'avertir. Je peux ici venir cocher personnel. Dans le cas où je partage, par exemple, mon agenda avec plusieurs personnes et que je ne voudrais pas que les gens puissent voir ce rendez-vous-là, je viendrais cocher personnel. Et provisoire, c'est dans le cas où c'est pas tout à fait certain. Je clique OK là-dessus et automatiquement, mon rendez-vous est à l'écran. On peut faire imprimer le calendrier, je suppose, et de plusieurs façons? Absolument. Plusieurs formats disponibles, plusieurs formats de papier, mensuels, hebdomadaires, des formats Franklin, Every et tout ça.
Mais c'est quand même un peu moins poussé que Act. Oui, beaucoup moins de possibilités au niveau de la gestion des rapports. Si on se souvient, dans Act, on avait la possibilité de personnaliser, autant au niveau du contenu qu'au niveau de la taille, au niveau de la grosseur des caractères, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire là, présentement avec Schedule+. D'accord. Merci, Ghislain. Quelles sont vos coordonnées? Alors, on peut nous rejoindre en tout temps au 621-0109. Merci, Ghislain. On se rejoint dans quelques instants pour notre chronique pour les néophytes. Et nous, on va passer tout de suite au jeu. C'est maintenant l'heure de la capsule jeu. Je suis en compagnie de Yves Rochefort, comme à chaque semaine. Bonjour Yves. Bonjour François. Alors, cette semaine, on parle de jeux un peu violents. Un tantinet. Un tantinet violent. Un tantinet violent. Le premier jeu qu'on va traiter, c'est Duke Nukem 3D par la compagnie 3D Realms, qui est distribuée par Apogee. C'est un peu le même type de jeu que Doom, pour situer les gens, là. L'histoire derrière tout ça, c'est que des extraterrestres meurtriers sont descendus à Los Angeles pour tout nous anéantir. Puis là, maintenant, la race humaine fait partie de la liste en voie d'extinction. Alors, c'est à Duke de décider de notre avenir. Bon, Duke Nukem, bon, c'est le genre Doom, on sait à quoi s'attendre. Côté interaction, là, comment ça marche? Bon, tu te trouves plongé dans un monde tridimensionnel très réel. Tu explores un univers qui peut contenir des édifices très hauts, des canyons très profonds, des cours d'eau dans lesquels tu peux plonger à condition que tu aies trouvé des palmes et des bonbonnes. C'est très interactif. Quelques anecdotes interactives en passant. Tu peux activer des téléviseurs que tu trouves dans des pièces. Puis, sur un de ces téléviseurs-là, tu peux trouver la fameuse poursuite de la Ford Bronco d'O.J. Simpson par la police de Los Angeles. Tu peux aller aux toilettes, uriner pour... C'est un simulateur réel, dans le fond. Oui, c'est très réaliste. C'est très réaliste. Tu peux même faire exploser des édifices. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une foule de choses que tu peux faire. On peut jouer seul et on peut jouer aussi par modem. Oui, tu peux jouer par modem. En jouant par modem, tu joues à 2 joueurs. Tu peux également jouer par réseau. À ce moment-là, tu peux jouer jusqu'à 8 joueurs. Une des particularités en jouant par modem ou par réseau, c'est le fameux dispositif Remote Ridicule de cette compagnie-là qui te permet d'enregistrer un message que tu envoies à ton opposant ou à ton coéquipier lorsqu'il meurt ou lorsqu'il y a un événement particulier. Donc, si tu veux dire à ton collègue « Par là », alors qu'il vient de mourir, il va entendre la même chose à l'autre bout. C'est vraiment incroyable. Ils sont envoyés. Ouais. Il y a combien de tableaux? Il y a 26 tableaux dans le jeu, c'est donc assez intéressant. Vous avez 9 armes pour détruire à peu près tout ce qui bouge dans ce jeu-là. Vous pouvez également voler avec un jetpack. Un jetpack, oui. Pourquoi pas. Puis, actuellement, le jeu est disponible. Bon, il va être bientôt, il devrait être, au moment où on se parle, en version complète, mais c'était d'abord un shareware. C'est d'abord un shareware. Actuellement, le shareware est disponible. Tu peux jouer le premier épisode avec ce shareware-là, avec toutes les fonctionnalités du jeu complet. D'accord. Maintenant, on parle de quel autre jeu? On va parler d'un autre jeu pas très violent, Abuse. Abus, dans la traduction? C'est ça. C'est par une compagnie qui s'appelle Crack.com, qui ont signé un contrat de distribution avec Origin, qui, eux, ont été achetés par Electronic Arts. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais c'est Electronic Arts en bout de ligne. Mais on va pouvoir avoir le jeu de toute façon. Sans problème, sans problème. C'est quoi l'histoire de ce jeu-là? Bon, au départ, un individu injustement emprisonné dans une prison à haute sécurité s'aperçoit que tous les gens autour de lui sont transformés en des êtres inhumains suite à des mutants, suite à des expériences biogénétiques. Alors lui, il dit, il faut absolument que je trouve des armes, puis que je sorte. Que j'arrête ça avant que ça sorte de la prison. Alors, vous êtes plongé dans un jeu de plateforme, parce que c'est pas le style Doom dans celui-là. C'est plus un jeu de plateforme. Vous le voyez à l'écran d'ailleurs présentement. Avec un scrolling de côté, là, transversal. C'est ça. Puis c'est un jeu qui donne aussi une action tridimensionnelle. Tu peux courir, sauter, plonger, voler même dans n'importe quelle direction.
Tu as plusieurs armes à ta disposition, dont des grenades, des fusées, des bombes, puis même un sabre de la mort. Un sort de la mort. C'est pas violent, non? Hein? Aucunement violent. Tu peux trouver des tableaux secrets en détruisant des plafonds, des murs, des planchers. Tu as 21 tableaux, dont 12 pouvant être joués à plusieurs joueurs. On va terminer maintenant avec un dernier jeu qui est... ESPN Extremes de Sony Interactive Studios. C'est un jeu avec graphique moyen, mais c'est un excellent jeu d'action. C'est un jeu d'arcade. Ça rappelle les California Games puis les Summer Games, des jeux d'avant. Oui. En effet, ça ressemble énormément à ces jeux-là. Tu contrôles, tu peux avoir des patins à roues alignés, une luge de rue, un vélo de montagne ou une planche à roulettes. Tu as 6 différents parcours de ville, de sentiers de nature, etc. 4 niveaux de difficulté. Il faut que tu passes des portes, s'envoler sur des rampes, découvrir des zones cachées. Bref, un jeu très excitant. On te remercie, Yves. Si on veut avoir plus d'informations pour les jeux, c'est où qu'on peut te rejoindre? Tu peux me rejoindre au CompuCentre aux Galeries de la Capitale, au 627-3689 ou Place Laurier, au 653-5150. Merci. On vous revient en quelques instants pour traiter de sécurité informatique. Je suis en compagnie de Dominique Bérubé, qui est analyste de système informatique à l'Université Laval. Bonjour. Salut François. On va parler de sécurité informatique. Pourquoi on parle de sécurité? Okay. Bon, on parle de sécurité informatique pour premièrement, la confidentialité des données qu'on peut avoir sur un système informatique. Ça, c'est la première chose. Il y a une question de protection de l'information, donc on ne laisse pas n'importe qui jouer dans les données. Il y a l'intégrité aussi des données, c'est-à-dire que si tu laisses des choses, des fichiers ouverts, par exemple un système de paye, des choses comme ça, si quelqu'un s'en va tripoter l'information, mais il pourrait changer sa paye. Donc il pourrait dire, j'augmente, disons, de 500 $ par semaine sa paye, ça fait que c'est pas tellement intéressant. Changer mes notes à l'université pour avoir des A+. Exactement. C'est plus difficile par contre. Ça. Ouais. Ça concerne qui, la sécurité? Okay. Est-ce que c'est tout le monde? C'est ça. Bien souvent, des fois, les gens pensent que ça concerne seulement l'administrateur de système. Parce que, bon, quand on parle de sécurité aussi, on parle d'administrateur de système parce que ça englobe des réseaux. Okay. Et donc, à ce moment-là, c'est une affaire qui est de l'administrateur de système, mais aussi des usagers. Parce que si les usagers mettent des mots de passe sur les systèmes qui sont trop simples, là, par exemple Toto, bien, tout le monde va essayer Toto. Toto va rentrer dans le compte. Puis si ce compte-là a certains privilèges, par exemple, là, à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes. Okay. Bon, si je parle un petit peu là, Toto avec des noms d'usagers, évidemment, c'est parce que ma déformation professionnelle, c'est que je travaille sur des systèmes Unix. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut parler aussi, c'est en général, là, que ça peut être un PC ou un Macintosh ou même une machine Unix. C'est pas mal tout le monde qui a des réseaux. La part des entreprises, des commerces ont des petits réseaux informatiques pour gérer leur entreprise. Est-ce que la sécurité peut être déficiente dans ces réseaux-là? Oui, c'est ça. C'est que les gens, des fois, ont des mauvais mots de passe pour le réseau. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir dans ton compte à toi, tu peux avoir des privilèges particuliers, par exemple, pour la paye. Là, on donne un exemple tout à l'heure avec la paye. Donc, l'avènement des réseaux, si tu veux, complexifie un peu le problème de sécurité. Mais ce que je vise ici dans l'entrevue, c'est de présenter des petits trucs, là, si on veut, dans les entreprises. Qu'est-ce que les gens devraient faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité ou en tout cas les minimiser? Bien, justement, quel truc peux-tu nous donner? Quel truc on peut avoir? D'abord, on ne devrait jamais laisser son poste de travail sans surveillance, si on veut. Donc, tu pars dîner, puis toi, tu t'occupes encore de la paye. On va prendre encore cet exemple-là. Tu pars dîner, puis toi, tu laisses tout ça ouvert. Donc, à ce moment-là, quelqu'un peut arriver puis aller modifier les données s'il connaît un petit peu le logiciel de paye. Donc, ça, c'est une chose qui est importante, c'est d'utiliser un sauveur d'écran, si on veut, là, pour se protéger de ces choses-là. Il y a aussi utiliser des bons mots de passe, donc utiliser des mots de passe simplistes, là, comme Toto, Tata, le prénom d'une personne. Par exemple, je peux te donner un exemple. Un mot de passe que je pourrais utiliser, c'est 14M,1JDS. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire le 14 mars, une journée de snowboard. Bon. Okay, c'est un exemple de choses que tu peux prendre, parce que les gens ont toujours de la difficulté à trouver un bon mot de passe. Des fois aussi, on peut prendre sur le clavier une combinaison genre qui est facile. C'est ça, QWERTY, là, qui est classique, là, effectivement. Okay. Là, donc ça, c'est une chose à faire. Quand vous avez un réseau aussi, ce qui est bon de faire, c'est en tout cas pour les administrateurs de système, c'est de détruire des comptes qui sont plus utilisés. Donc à ce moment-là, ça évite des problèmes aussi. Moi, à cause de l'aspect Unix, là, on a des serveurs Internet. Donc les serveurs Internet, on a des étudiants qui arrivent à l'université, mais qui partent un jour. Donc à ce moment-là, les comptes, il faut les détruire. Donc ça, c'est une chose qui est importante de faire. Si on utilise un logiciel comme PC Anywhere qui permet d'entrer à notre bureau à distance avec un modem,
Est-ce que c'est bon de mettre un mot de passe? C'est très important de mettre un mot de passe pour la simple et bonne raison que si un jour un de vos employés ou cet employé-là est congédié, lui, il pourra encore accéder au système sans mot de passe. Donc, c'est très dangereux de le faire. Donc, à ce moment-là, oui, je le conseille fortement de le faire. On ne devrait jamais, de toute façon, avoir de système qui... on peut entrer sur un système mais sans mot de passe. Donc, c'est très important de le faire. OK. Dans les autres choses qui peuvent être faites aussi pour augmenter la sécurité, par exemple, on peut encrypter aussi des fichiers. Par exemple, dans WordPerfect, on peut mettre des mots de passe ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire, des mots de passe pour certains fichiers. Par exemple, si vous êtes un président d'une entreprise puis vous avez des dossiers sur des dossiers hot, comme on dit, là, à ce moment-là, c'est pas bon de les laisser traîner comme ça sur le réseau, surtout s'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir accès. Des dossiers top secret. Top secret, à ce moment-là, les gens pourraient partir avec une copie du show. Donc, c'est très important. Une chose, des fois, qu'on oublie souvent aussi, qui fait partie quand même de la sécurité informatique, c'est les copies de sécurité comme telles. C'est-à-dire qu'il faut faire des backups, excusez l'expression anglaise, mais il faut faire de temps en temps des backups de notre système, au moins une fois par semaine, pour s'assurer qu'on a les données s'il arrive un cas de feu, par exemple. Il y a un feu qui arrive ou, en tout cas, Puis même, ce ne serait pas sécuritaire de garder la cassette à l'intérieur même de l'entreprise? Non, exactement. Même si on dit, on le met dans un coffre-fort, mais le coffre-fort, il ne fondra peut-être pas, lui, parce que la température va être très haute, mais les disquettes vont fondre. Donc, ils sont à l'intérieur, oui. On parle de disquettes ou même d'autres unités, d'autres médias. Là. Mettons que les disquettes, c'est un petit peu dépassé. Puis il y a aussi des logiciels qui permettent de vérifier l'intégrité du système, là, par exemple. Si on parle juste des virus, par exemple. Non, un antivirus. C'est ça, des choses comme ça. Donc, c'est important de le faire. Si on veut avoir de l'information sur Internet, est-ce qu'il y en a? Oui, il existe de l'information sur l'Internet. Je dirais peut-être que présentement, il y a beaucoup de choses qui ont rapport à Unix, parce que Unix a été longtemps mis comme étant un système pas très sécuritaire, mais qui change beaucoup. Donc, on peut retrouver des pointeurs sur Yahoo, là, dans la section Computer Internet. On donne présentement à nos téléspectateurs. Des facs et des choses comme ça. C'est tout le temps qu'on a, M. Birbé. Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairci sur la sécurité. On est de retour avec Ghislain Lévesque de Conforme, qui cette semaine va nous donner quelques trucs pour l'installation de périphériques sous Windows 95. Mettons, on veut ajouter une imprimante. Comment on procède? Alors, l'ajout d'imprimante est simplifié à l'intérieur de Windows 95. Je clique sur le bouton « Démarrer ». Dans le menu « Paramètres », j'ai un petit sous-menu qui s'appelle « Imprimante ». Si je voulais installer des périphériques, j'irais dans le menu « Panneau de configuration », mais pour les imprimantes, je vais aller dans « Imprimante ». Suite à ça, j'ai déjà plusieurs imprimantes d'installer. Si je clique 2 fois ici sur « Ajout d'imprimante », un double clic là-dessus, ce qu'on démarre, en fait, c'est un assistant qui va nous permettre, là, qui va nous donner un coup de main pour l'ajout de l'imprimante. Alors, je clique sur « Suivant ». Prochaine question que Windows 95 me demande, est-ce que je veux brancher une imprimante qui est locale? Locale qui veut dire qui est branchée directement à mon poste de travail. Réseau, c'est dans le cas où je serais branché avec plusieurs utilisateurs. On va y aller avec local. Et par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est de définir là, quel type d'imprimante on a. Ce qui est important de mentionner, c'est que parfois, ce n'est pas le nom sur l'imprimante qui est importante, mais c'est plutôt l'émulation, ce qu'on va retrouver dans le guide, là, qui va nous dire quel type d'imprimante on a besoin. Donc, on choisit type d'imprimante suivant. On lui dit où c'est branché sur le LPT1. On lui donne un nom et c'est terminé là-dessus. D'accord. Merci, Ghislain. On vous revient dans quelques instants avec un invité de la compagnie LM Soft. Je suis présentement avec M. Luc Michaud, le président de la compagnie LM Soft. Alors, bonjour, M. Michaud. Bonjour. Vous allez nous présenter votre dernier produit, votre bébé, si on peut appeler, Hyperpage. D'abord, l'entreprise, si on peut la situer un peu, là, vous êtes à Montréal depuis combien de temps? Ça fait 22 ans que l'entreprise existe. Ça fait 12 ans qu'on fait du logiciel. Et on a travaillé, bon, dans le domaine de la cartographie. On a fait des choses pour l'Agence spatiale canadienne, entre autres. Et aujourd'hui, on a notre nouveau bébé qui est une plateforme de montage multimédia pour fabriquer des CD-ROM et également des pages web. On peut avoir une petite démonstration globale du produit? Certainement. Alors, je vais vous jouer un extrait de notre démo qui lui-même a été réalisé avec Hyperpage pour le présenter. Le principe de base d'Hyperpage est des plus simples. Disposer des objets de tout genre sur une page virtuelle. L'utilisation des fonctions de base de Windows donne à Hyperpage un niveau de performance insurpassable. Des publications dynamiques et facilement mises à jour grâce à l'accès Internet intégré d'Hyperpage.
publications multimédia et Internet. Bon, on vient voir la présentation du produit. Maintenant, vous allez nous montrer comment on travaille avec ce produit-là. Vous allez nous montrer comment, mettons, ajouter un lien vers une autre page. Exactement. Alors, la principale caractéristique du produit, c'est d'être extrêmement facile à utiliser. Je vais aller, par exemple, je clique dans cette animation interactive qui, bon, elle-même a été faite avec Hyperpage. On arrive à une autre page qui est comme celle-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un bouton sur cette page-là qui va me permettre de brancher ailleurs. Alors, tous les éléments dont on a besoin sont dans cette boîte à outils. Alors, le principe, c'est celui d'une page virtuelle sur laquelle on va disposer des objets qui vont être d'autres pages, des boutons de branchement, des images, des animations, du son et du texte. Alors, on va commencer par faire un bouton. Alors, voici la boîte de dialogue des boutons. Alors, ça va toujours être le même principe. Dans la section en haut, vous avez l'objet lui-même ou un sélecteur de fichiers, une prévisualisation ici et à quelle page ça va brancher. Alors, ici, on peut mettre un texte quelconque, par exemple, « Bonjour », chez vous ». Voilà. On peut aller choisir la police de caractères. Ça, c'est du Windows, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Gras italique, par exemple. OK. Et on a une prévisualisation du bouton qu'on voit comme ça. Alors, des boutons, on peut en avoir de tous les genres, invisible, 2D, 3D et images matricielles. Un bouton à image matricielle, c'est tout simplement un petit dessin qu'on fait pour donner une impression, un effet. Alors, ici, on voit... j'ai mis du rouge par-dessus du rouge, c'est pas très lisible, alors c'est pas une bonne idée. Je serais mieux de changer puis d'aller me mettre une autre couleur, par exemple, je vais me mettre du bleu. Mais ça demeure quand même très simple l'interface. Alors, bon, alors vous voyez ici le bouton avec la prévisualisation, bonjour chez vous. Et lorsque le bouton est pressé, on va brancher à quoi? Bien, soit une page existante si on en a, si on n'en a pas, on fait avancer et on se fait générer une nouvelle page. On peut changer le nom, pour qu'on comprenne. On va garder ça simple pour la démo. On va brancher à une page blanche. Alors, j'ai mon bouton qui est ici. Je peux lui donner la taille que je veux. Je peux le mettre n'importe où. Et ici, on peut manipuler le bouton. On peut, par exemple, couper. Et si on fait une erreur, ben, on peut, avec le diachylon, réparer les bobos. Et on peut revenir comme ça jusqu'au moment où on a ouvert notre page et refaire notre travail. Donc, une grande facilité d'utilisation. Pour passer en mode utilisation, on clique tout simplement ici et on clique à l'intérieur du bouton qu'on a fait, on sauvegarde ça, et là, on arrive à une page blanche qu'on va maintenant habiller. Alors, on va chercher une image et on va dans le sélecteur de fichiers, chercher sur notre ordinateur n'importe quelle image de type Windows. Nous, on a fourni tout un paquet qui peuvent être mises comme des fonds pour aider à la réalisation de présentations. Alors ici, on a une image qui représente des chips. On a des effets d'apparition variés qui peuvent se combiner. Et si on aime ça, on dit, bon, voilà, alors je mets ici mon fond. On va continuer. Dans cette page-là, on peut ajouter un film, comme du son. C'est ce qu'on va faire. On va ajouter un film, toujours le même principe. Voici le fichier d'animation. Alors, je vais dans matériel, vidéo. Et voilà, on prend ceci. Alors, on a également un aperçu ici pour être sûr que c'est bien le bon vidéo. Bon, on peut l'arrêter. On peut mettre une barre de contrôle. Et une animation, ça peut brancher, bien, soit quand c'est fini, ou on peut, n'importe quand elle joue, on peut brancher. Alors, je vous ai montré une nouvelle page. Page, c'est évident. Ce que c'est programme, c'est... On peut brancher à tout type de programme Windows. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut brancher des choses qu'on peut faire en Visual Basic ou n'importe quoi. Alors ici, je vais mettre, par exemple, la calculette de Windows pour montrer comment ça fonctionne. Alors, voilà, notre animation va apparaître ici. On peut la changer de taille, etc. Et maintenant, je vais reculer à ma page précédente et je vais voir la page que j'ai réalisée. Alors, on enlève la barre de contrôle comme ça. On clique à l'intérieur du bouton « Bonjour chez vous ». On voit notre effet, notre page qui arrive. Et là, dès qu'on clique dans le nez de la jeune fille, voilà, on a la calculette qui arrive. Alors, c'est vraiment très bien intégré avec Windows. Vous voyez que la calculette fonctionne. On peut faire diviser par 9, racine carrée. Si on a de la difficulté à travailler avec le logiciel, est-ce qu'il y a une aide intuitive? Oui, l'aide est intégrée. Il n'y a qu'à faire F1 et on peut, comme ça, consulter l'ensemble des éléments. L'aide est elle-même faite avec Hyperpage, très facile à utiliser. Et elle contient toutes sortes de trucs et astuces
qui vont permettre à la personne de devenir très rapidement très efficace avec le logiciel. Votre logiciel permet de faire des présentations multimédia là, pour, mettons, les gens comme les représentants, etc. Mais aussi, vous allez maintenant avoir une application pour avoir la présentation sur Internet directement. C'est ça. Alors, une des forces de ce produit-là, c'est que la même présentation exactement que vous avez faite, par exemple, pour votre CD-ROM, pour un catalogue, vous pouvez la rendre disponible sur Internet à travers un plugin qu'on a fait qui va se trouver disponible chez Netscape dès la semaine prochaine et qu'on peut d'ailleurs se procurer dès maintenant chez nous. Alors, ça permet de vraiment libérer les gens de toutes les contraintes de la programmation difficile, à la fois pour produire des CD-ROM et produire des pages web, de faire une publication qui va servir sur les deux plateformes qui traitent les CD et le web de façon complètement transparente. C'est un produit qui est unique dans le monde en ce moment pour cette qualité-là. Ça évite d'avoir à travailler avec le fastidieux langage HTML que la part des gens qui veulent construire des pages web se bloquent à ça pour pouvoir en faire. Non seulement ça, mais si vous me permettez de reculer à la page où j'étais, si on regarde par exemple une page comme ça avec des effets, des boutons à effets, des animations, c'est quelque chose qui est impossible à faire à l'heure actuelle en HTML. Il faut avoir recours à des programmes qui sont assez compliqués, assez lourds, alors que ici, tout ce que vous avez à faire, vous faites vos animations, vous les collez, comme vous m'avez vu monter la page. C'est simple comme bonjour. Pour paraphraser un de nos utilisateurs, avec Hyperpage, l'imagination est au pouvoir. On vous remercie, M. Michaud. Si on veut se procurer ce logiciel-là, c'est où qu'on peut aller? Bien, c'est diffusé par Deal Québécois, donc ça devrait se trouver dans tous les bons magasins. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez les appeler à Montréal à 284-2822. Et pour les autres produits, comme le générateur d'applications qui permet de distribuer les publications, bien, ça c'est chez LMsoft directement, à Montréal toujours, 948-1000. Félicitations pour votre très bon produit, M. Michaud. Je vous remercie beaucoup. Et nous, c'est déjà tout le temps qu'on a cette semaine, alors je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Bonjour.